Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va voir aujourd'hui ensemble un exemple de kit que vous pouvez vous confectionner dans le cas où vous voudriez être efficace en tant que primo-intervenant. Les primo-intervenants, pour ceux qui ne le savent pas, sont tout simplement les personnes qui ont la capacité d'intervenir en premier. Dans notre cas, ce sera sur des victimes, que ce soit sous un statut professionnel tel que l'agent de police municipale, le pompier, l'ambulancier qui passe par là, ou sous un statut de citoyen sauveteur, un statut qui, vous allez le voir, est régi par des articles de loi particuliers, je vais vous les afficher, qui sont les personnes qui, de manière bénévole, donc non assignées à un organisme en particulier, vont venir porter assistance à une personne en situation apparente de péril grave et imminent. Ce dernier, selon les textes de loi, est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute grave ou volontaire. Par exemple, la personne qui viendra poser un garrot sur le cou, ça fait pas partie des membres supérieurs, ou celui qui va venir sauter à pieds joints sur le torse pour une RCP, c'est pas la bonne solution, ou celui qui va vouloir cautériser une plaie à la torche, comme dans les films à l'ancienne. Tout ça, ça vous amènera plus de problèmes qu'autre chose. Mais plus sérieusement, c'est là où on va retrouver l'intérêt d'une formation afin d'éviter les bêtises et bien sûr afin d'être efficace et réellement utile. Après, même si vous n'êtes pas formé, faut pas que ça vous dissuade de réagir. D'ailleurs, ce statut a été créé pour lever les freins qui empêchaient souvent le passage à l'acte des témoins qui vont avoir peur de mal faire et de créer plus de dommages qu'autre chose. Ça a été remarqué particulièrement lors de RCP, où même une RCP qui va être mal faite sera toujours mieux que rien. Donc, ce statut de citoyen sauveteur va venir légiférer les actions de ces primo-intervenants, qu'ils soient formés ou non. Je continuerai tout au long de la vidéo à aborder la partie législation en rapport avec l'utilisation de l'équipement pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais pour finir avec cette histoire de primo-intervenant, rappelez-vous que c'est la personne qui fera tampon entre la première prise en charge de la victime et l'arrivée des secours et qui, dans certains cas, pourra bien sûr les assister en fonction de ses compétences et de la situation. 90% du matos présent dans cette vidéo m'a été fourni par Medic Tactique, donc dispo chez eux. J'hésite pas à vous en parler en collaboration avec des partenaires pour deux raisons. Premièrement, je préfère vous orienter de suite vers des shops dignes de confiance parce qu'il y a quand même pas mal de contrefaçons et de bouse dans ce milieu. Comme l'objectif c'est d'aller sauver des vies et pas d'aller construire une cabane dans la forêt, je préfère que vous soyez bien orienté pour le coup. Deuxième raison, c'est pas du matos qui se collectionne ou qui se revend, et même si c'est un sujet qui me passionne particulièrement, ça peut vite faire mal au portefeuille. De surcroît, il est fort possible que je ne l'utilise jamais, vous en conviendrez, on n'assiste pas à un accident qui engage le pronostic vital tous les jours, et malheureusement la plupart de l'équipement a une date de péremption, donc encore une fois ça chiffre vite. Quoi qu'il en soit, si ça vous gêne ou que vous avez des remarques à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai toujours rectifier le tir. Une fois ces quelques infos prises en compte, passons au contenant. On est sur un mini trauma pack fabriqué en Cordura 1000 deniers, donc très robuste. Ici avec un petit panneau velcro pour les patchs. On va avoir différentes manières de le porter, que ce soit à la ceinture de manière horizontale ou verticale, sur un système molly ou sur toute bretelle ou sangle grâce aux languettes velcro. On retrouve ici également une languette pour l'extraction des ciseaux Gesco, pratique encore une fois dans l'urgence. Donc vous pouvez voir qu'il y a un passage ceinture, des passants molly, des languettes velcro, il y a tout ce qu'il faut pour le fixer de différentes manières. Les ciseaux Gesco qui seront potentiellement la seule chose qui vous sera interdite dans les environnements non permissifs tels que les avions, les tribunaux, concerts et certains lieux touristiques. Un kit de premier secours, ça reste parfaitement permis dans ces lieux, bien que ça fasse tiquer pas mal d'agents de sécurité ou de douane qui sont pas toujours habitués à voir ça dans vos affaires et restent assez soupçonneux sur les systèmes élastiques qui servent parfois aux drogués à utiliser certaines substances, ainsi que les emballages qui peuvent potentiellement contenir des drogues. Et on m'a déjà fait la remarque récemment à l'aéroport. Vous voyez, par exemple, ces bandes compressées là comme ça peut ralentir grandement le passage à la douane, mais ça reste permis. Sur un côté, on va avoir un porte-garrot, toujours intéressant de l'avoir en accès direct. C'est pas forcément ce que vous utiliserez le plus au cours de votre existence, en particulier pour les personnes qui sont pas dans des métiers opérationnels. Mais le jour où vous en aurez besoin, vous allez vouloir l'avoir extrêmement rapidement. Niveau législation, même si c'est encore très mal vu de par l'ignorance de beaucoup sur le sujet, ça reste autorisé dans le cas où ça ne met pas en danger la vie ou l'intégrité de la victime. Pour cela, il faudra donc savoir quand et comment s'en servir, comme tout le reste d'ailleurs, mais particulièrement le garrot, car mal utilisé, il peut être dangereux. Donc bien se former, ne serait-ce qu'à travers le PSC1 qui vous permettra de légitimer votre acte auprès de la justice, même si encore une fois avec le statut de citoyen sauveteur, il y a beaucoup moins de restrictions de ce côté-là. De l'autre côté, un rangement tubulaire dans lequel peut être rangé un Sharpie afin de noter par exemple les constantes, le score de Glasgow ou l'heure de pause du garrot. C'est clairement un incontournable dans tout kit de premier secours. Vous verrez souvent également dans les trauma kits, particulièrement aux US, des aiguilles de décompression thoracique
permettant, lors d'un pneumothorax sous tension aggravée, d'évacuer l'air sous pression dans l'espace pleural. Tout comme les hémorragies massives, il s'agit d'une urgence vitale, car si la quantité d'air continue d'augmenter, non seulement le poumon du côté atteint est collabé, mais le poumon opposé le sera aussi. Et si la pression augmente encore, la veine cave inférieure pourra se vriller et bloquer le retour veineux vers le cœur. Et là, ça va être vraiment très compliqué. Je dis ça pour que vous compreniez l'intérêt de cette aiguille lors d'un pneumothorax qui s'aggrave, sachant que les plaies thoraciques sont souvent présentes dans le milieu civil et que l'on retrouve des pneumothorax dans plus de 20% des cas. Cela dit, l'utilisation de celle-ci est interdite même pour les professionnels des urgences. Il est pour l'instant en France réservé aux chirurgiens. Perso, j'en prends pas pour cette raison et je sais pas si c'est une bonne idée de l'intégrer à son kit. L'enjeu dans ce genre de situation sera plutôt de faire atteindre à la victime une structure de prise en charge chirurgicale le plus rapidement possible. Alors bien sûr, rien ne vous empêche de vous former à son utilisation en cas de situation hors norme, en milieu isolé ou hostile, mais sachez qu'il s'agit d'un geste d'urgence vitale et que le transport de cette aiguille est impossible dans les environnements non permissifs et très mal vu, on va dire de manière générale, même dans le milieu médical. Son utilisation, comme je vous l'ai dit, est vraiment très réglementée et particulièrement en France, très peu sont habitués à ça. Alors on peut en retrouver facilement dans les shops d'équipement, on peut se former pour, à travers des formations T3C, TECC, PHTLS et j'en passe, mais comme je vous l'ai dit, au niveau de la loi, c'est quelque chose qui reste propice aux chirurgiens. Ici, on retrouve une languette rouge pour ouvrir la sacoche ou la tirer afin de libérer le contenu dans l'urgence. Ici, un élastique intéressant pour ranger vos gants afin d'y avoir accès en premier. Bien entendu, toujours bien mettre ses gants afin d'éviter les maladies transmissibles par les fluides. On ne sait jamais, on peut toujours avoir des petites crevasses dans les doigts. On vous apprendra toujours à sécuriser le lieu avant la prise en charge. Bah là, c'est pareil, on doit sécuriser sa propre personne et accessoirement la victime également. Medic Tactique propose également une lampe destinée principalement au triage ou pour baliser. C'est une alternative au Cialum qui fonctionne avec des piles CR2. C'est étanche, le corps est en gomme, donc résistant au choc. On va avoir 4 couleurs qui vont toutes avoir un mode clignotant. La première est le rouge pour l'urgence numéro 1. Ensuite, on va avoir le orange, le vert et le bleu. Elle s'insère parfaitement à cet endroit. Même pour un citoyen lambda, ça peut être intéressant pour signaler la pose d'un garrot par exemple ou pour avertir la présence d'une victime dans le compartiment principal qui devra pour le coup être bien rempli si vous voulez que tout reste dedans lors de l'extraction. Il peut être intéressant d'y mettre un pansement thoracique, encore une fois pour les pneumothorax ouverts. L'objectif ici sera d'obturer la plaie soufflante afin d'empêcher l'air de s'accumuler dans l'espace pleural et donc de réduire les possibilités de pneumothorax sous tension. Ce geste, les camarades, peut être extrêmement salvateur à condition que l'on sache reconnaître un pneumothorax et reste très simple à réaliser. Vous remarquerez qu'il y a 2 volets, le second étant souvent utilisé pour la plaie sortante. À savoir également que selon les dernières études, les pansements ventilés sont les plus efficaces pour éviter l'évolution vers un pneumothorax sous tension, dont on a parlé tout à l'heure avec l'aiguille. Pour les hémorragies sévères incontrôlables en dehors des membres supérieurs et inférieurs, donc les hémorragies qui ne vont pas pouvoir être garrotables, le packing des plaies avec des bandes de gaz ou mieux avec des bandes hémostatiques semble être le plus efficace si elles sont réalisées correctement. Elles permettent la formation d'un caillot rapidement en facilitant la coagulation et par la suite des bandages peuvent être posés pour protéger ce caillot ou pour prendre le relais lors de la compression à la suite du bourrage de la plaie. À ce titre, petit focus sur le Stitchman Pressure Wrap, un bandage ultra léger et compact avec un système d'auto-application très simple comme vous pouvez le voir en démonstration. Ça se fixe avec des pattes velcro, la pression est facilement dosable que ce soit pour maintenir une compresse, protéger une plaie, faire un relais de compression sur du wound packing ou réaliser une compression directe, ça fonctionne très bien. C'est simple d'utilisation et comme n'importe quelle bande élastique, c'est multi-usage. On va pouvoir retenir une attelle, faire une écharpe, ça c'est des options possibles et on est sur une vingtaine d'euros. C'est livré dans une pochette comme ça avec ici un système d'attache et c'est fourni également avec un petit autocollant velcro comme ceci. Le créateur le destine particulièrement à monsieur tout le monde, mais le système de serrage rapide, notamment en self, pourra séduire les professionnels. Honnêtement, j'ai testé pas mal de compressifs et si votre objectif est serrer, compresser quelque chose rapidement, c'est ce qui se fait à mon sens de plus simple. Vous avez également bien sûr les mini bandes de compression qui sont aussi compactes et efficaces mais plus longues à poser particulièrement en self-application. Donc à vous de voir ce que vous préférez mais honnêtement c'est un très bon système. On retrouve enfin une couverture de survie, ici une version
plus efficaces que les banales dorées argentées qui se valent toutes en général. L'objectif sera d'empêcher l'hypothermie qui aura pour conséquence d'annuler l'efficacité des facteurs de coagulation et des plaquettes. Il faut savoir que la chute du corps d'1 degré Celsius équivaut à une baisse de 10% des fonctions d'hémostase. Il faudra donc à tout prix éviter la déperdition de chaleur. Empêcher l'hypothermie est également un acte extrêmement important pour prévenir de la triade létale, également composée de la coagulopathie et de l'acidose. La couverture de survie peut donc s'avérer extrêmement utile lorsque correctement utilisée et à ne pas négliger dans un trauma kit lorsque l'on a affaire à des polytraumatisés. Comme vous avez pu le constater au cours de la vidéo, je ne vous explique pas comment vous servir des différents éléments. Je vous laisse pour ça vous former avec les personnes compétentes. Peu importe les formations, les cours, ce que vous allez pouvoir voir sur internet, rien ne vaut une formation en direct avec un entraînement en condition. Cela dit, avec cette vidéo, vous aurez un bon exemple de kit de premier secours pour les métiers opérationnels en particulier qui vont avoir moins ce problème d'emport qu'un citoyen au quotidien. Ce kit sera donc plus destiné aux professionnels ou aux citoyens qui peuvent se permettre d'emporter cela en UDC. En se basant donc sur l'algorithme Marche, vous avez de quoi vous prendre en charge ou prendre en charge une ou deux autres personnes. Ici, vous avez de quoi gérer des hémorragies sévères avec le garrot, les bandes hémostatiques et le compressif. La gestion des voies aériennes se fera avant tout en dégageant la bouche de tout corps étranger, une dent cassée, un chewing-gum, de la vomissure. Ensuite, libérer les voies aériennes avec les techniques connues et éventuellement la position latérale de sécurité. Une canule nasopharyngée peut éventuellement être adjointe au kit afin d'avoir un plus large champ d'action. Pour la partie respiration, les pansements occlusifs, ventilés ou non, et l'aiguille d'exsufflation permettent de traiter les différents pneumothorax. Quant à la couverture de survie, elle aide efficacement à combattre l'hypothermie. On peut également ajouter des chaufferettes, mais encore une fois, ici, le kit est réduit et j'ai privilégié ça dans des kits plus conséquents, notamment mon kit véhicule. L'accessoire le plus important dans tout ça sera bien sûr vos connaissances. Et en dehors de ce protocole Marche, particulièrement dans le milieu civil, il va falloir savoir prendre en charge un arrêt cardiovasculaire. À ce titre, les masques RCP peuvent être intéressants. Cela dit, personnellement, je les perds tout le temps et l'insufflation n'est pas le plus préoccupant lors d'un ACR. Et je vous laisse avec quelques chiffres importants au sujet des arrêts cardio-respiratoires afin de vous sensibiliser et de ne pas négliger cela dans votre protocole. Merci à Anthony de chez Medic Tactic de m'avoir fait parvenir tout ce matériel. N'hésitez pas également à consulter la vidéo que j'avais faite toujours avec Medic Tactic sur les plaques de rangement et à consulter leur page Instagram. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À plus, ciao.